Donc le thème du jour, c'est l'attaque qui a eu lieu sur France Travail. Donc on va essayer de décortiquer un peu ce qui s'est passé, comment ça a été géré, qu'est-ce qui a été géré, qu'est-ce qui s'est passé exactement, avoir un petit peu le déroulé, puis surtout également de voir ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça et voir quelles sont les mesures qu'on aurait pu mettre en place. Donc avant tout ça, donc je me présente. Moi, je suis donc Sébastien Hitzmann, le gérant et directeur technique de Kiwi Backup essentiellement, mais aussi de ZLE. Donc on est une société qui font du développement d'applications sur mesure. Euh, voilà, j'ai deux casquettes et chez Kiwi Backup, on fait de la sauvegarde. Ça, j'en parlerai peut-être un petit peu à la fin. Donc j'ai Bruno qui me dit qu'il n'a pas de son. Est-ce que vous êtes d'autres à ne pas avoir de son? Parce qu'a priori on entend. Ouais, donc tout le monde a du son, donc je pense que le problème il est plutôt du côté de Bruno. Donc je vais continuer. Et puis si jamais c'est enregistré, donc vous pourrez reprendre le début. Donc le sommaire, donc on va d'abord un petit peu voir les faits, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ensuite un petit peu le pourquoi, là où les techniques d'attaque ont été utilisées, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour l'éviter. Et puis je vais finir par une petite présentation rapide de Kiwi Backup, même si c'est pas le thème central, mais voilà, vous expliquer un peu ce qu'on fait et pourquoi on parle de cybersécurité. Et puis un gros espace de questions-réponses. Donc, le déroulé de l'attaque. Donc, l'attaque a été connue le 13 mars par un communiqué de presse de France Travail en conjointement avec la CNIL qui annonce en fait l'extraction possible de 43 millions de comptes utilisateurs de France Travail. Donc, France Travail, c'est l'ancien Pôle emploi. C'est l'organisme qui s'occupe de l'indemnisation du chômage en France. Donc, grosso modo, il y a beaucoup de gens qui, sur les 20 dernières années, ont été dans leur fichier. Et donc, ça fait 43 millions de Français qui sont un jour ou l'autre passés dans les fichiers de Pôle emploi. Donc, ça fait une grosse base de données. Donc tous les gens qui ont été inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi, y compris ceux qui ont été juste candidats mais qui n'ont pas eu d'indemnisation. Et donc c'est une grosse base. Donc le communiqué de presse est assez laconique en disant que voilà une attaque a eu lieu, que les utilisateurs doivent faire attention, qu'on leur rappelle de jamais communiquer leur mot de passe ou leurs coordonnées bancaires, ce qui est assez ironique, on verra par la suite. Et on a la possibilité également de déposer une plainte en ligne avec un formulaire CERFA de dépôt de plainte pour les utilisateurs qui auraient été victimes. Donc, première remarque, c'est quand même que on n'a pas beaucoup d'informations. À ce moment-là, en fait, on ne sait rien du tout, à part qu'il y aurait potentiellement 43 millions de gens de fuite de données dans la nature et que les usagers, ils n'ont qu'à faire attention, quoi. C'est-à-dire que potentiellement, on a fait fuiter nos données, mais que c'est à nous d'être vigilants et de ne pas communiquer les mots de passe. Alors, on peut se poser la question sur quel est le rapport entre la fuite d'informations de France Travail et puis la communication des mots de passe. A priori, les mots de passe ne sont pas dans la liste des informations communiquées, donc je ne vois pas trop le rapport. Le formulaire de plainte en ligne, j'ai essayé de le remplir. C'est en fait, on vous demande votre nom, votre date de naissance, votre information via France Connect, et ensuite on valide. Moi, je comprends pas. Enfin, honnêtement, je sais pas ce que ça veut dire porter de plainte pour une divulgation d'informations. Ça n'a aucun sens. Il y a pas de la victime pour le coup, c'est France Travail, c'est pas tellement les usagers.
Et les usagers étant 43 millions, est-ce qu'on s'attend à avoir 43 millions de plaintes en ligne des gens? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de préjudice à ce stade-là, en tout cas. Donc c'est assez bizarre comme communication. J'ai pas très bien compris le sens de ce formulaire de plainte en ligne. Et surtout, comme à chaque fois, dans tous les attaques, on vous resensibilise les usagers qui sont responsables du fait qu'on a perdu leurs données. Je trouve ça assez incroyable quand même de mettre la pression. Quand on entend des reportages sur des attaques, c'est toujours la moitié du reportage, c'est conseiller aux gens de faire attention et de ne pas communiquer leur mot de passe. Alors c'est très bien qu'on fasse de la sensibilisation, mais le fait de dédouaner le système qui a été attaqué en remettant la responsabilité sur les usagers qui ont fuité, je trouve ça un peu fort de café. Bref. Donc le déroulé de l'attaque, si on lit un petit peu donc le deuxième communiqué qui donne un petit peu plus d'informations, on a en fait le principe, c'est que des agents de Cap Emploi ont utilisé leur compte pour télécharger des données de la base des demandeurs d'emploi. Donc Cap Emploi, en fait, c'est une association qui s'occupe de l'emploi des personnes handicapées et qui ont accès, dans le cadre de ce travail-là, à la base de données de Pôle emploi, enfin de France Travail plutôt. Et donc ces gens-là ont un accès légitime au système et peuvent être amenés à consulter les dossiers de leurs usagers. Et donc entre le 6 février et le 5 mars, ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de requêtes venant de Cap Emploi et qu'ils trouvaient ça un petit peu bizarre. Et donc, le 8 mars, ils ont dit que c'était potentiellement une attaque et que les requêtes suspectes n'étaient pas trop légitimes. Et donc, ils informent la CNIL d'une intrusion dans leur système d'information. Donc l'autre remarque qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, entre le 6 mars et le 6 février et le 13 mars, ça fait quand même 5 semaines où, en fait, un pirate, on va l'appeler comme ça à ce moment-là, a un accès à la base et fait un peu ce qu'il veut, quoi. Ça fait un temps de détection assez long. Ce temps de détection, on peut le trouver long, mais en fait, quand on regarde les statistiques, la moyenne entre l'attaque et la détection de l'attaque est de 3 semaines. Donc ça remet un petit peu en question aussi les politiques de sauvegarde, etc., etc. C'est important d'avoir conscience de ça, c'est que les attaques peuvent avoir lieu. Et le plus compliqué, c'est pas forcément de s'en défendre, c'est de le détecter. Et c'est important justement d'avoir conscience que on peut être victime d'une attaque sans même le savoir. Et la plupart des attaques sont silencieuses et ne sont pas connues des attaqués. Avant qu'il y ait demande de rançon, là évidemment, là ça devient connu, mais il peut se passer beaucoup de temps entre les deux. Donc Nora, pour répondre à la question, effectivement, il y a une obligation de communication à la CNIL en cas de cyberattaque dans les 3 jours ou 48 heures, je ne sais plus exactement, dans les 3 jours ouvrés. Donc effectivement, à partir du moment où on a connaissance de l'attaque. Donc là, effectivement, on peut se demander si le délai a bien été respecté, sachant que ils ne sont pas réveillés le 8 mars en se disant tiens, depuis le 6 février, il y a des choses bizarres. Bref. Donc ça, c'est le déroulé. Ensuite, on a eu une deuxième communication un petit peu plus tard, donc c'était la semaine suivante, il me semble, ou la semaine juste d'après, où on disait qu'en fait, ce serait peut-être pas 43 millions, mais entre 1 et 1,5 million, soit 3% de l'ensemble des personnes figurant dans la base. On ne sait pas d'où sort ce chiffre, si c'est le nombre de requêtes qui a été faite, si ça correspond à d'autres choses. Donc dans l'article, on explique que les pirates ont fait juste de la consultation en faisant des requêtes sur des mots-clés avec des zones géographiques. Donc on comprend pas très bien en fait comment le fait de faire des consultations, on arrive à 1,5 million et à 3%. Enfin, c'est pas hyper clair non plus dans la communication. Donc ce qu'on comprend en fait, c'est que les pirates avaient un accès légitime. Donc
ils avaient des logins, des mots de passe, et puis ils se connectaient sur le site, et puis ils récupéraient les données qu'ils avaient envie de récupérer, en faisant des requêtes et en utilisant l'application. C'est pas une faille de sécurité technique, c'est-à-dire qu'on n'a pas un accès à la base de données et puis on télécharge l'ensemble du dump de la base. C'est via l'application légitime, il y a des requêtes qui sont faites et qui permettent de récupérer les informations. Donc on en apprend également un petit peu plus, c'est qu'en fait ces accès ont été usurpés, donc c'est des accès légitimes mais dans les mains d'un pirate, par un appel d'un faux informaticien qui a appelé 2 ou 3 personnes de Cap Emploi en leur disant voilà, je suis informaticien, vous avez un problème sur votre poste, il faut que je prenne la main, dites-moi c'est quoi votre mot de passe, quel est votre compte, il faudra réinitialiser votre compte personnel, et tout ça via un appel téléphonique. Et donc les gens ont, au moins l'une des personnes de Cap Emploi a donné son mot de passe, et ce mot de passe s'est retrouvé dans la main du pirate qui a fait tout le reste. Donc il n'y a pas de faille de sécurité technique. Ici, il y a une faille de sécurité humaine. Il y a quelqu'un qui a donné son mot de passe de manière légitime à quelqu'un dont il n'avait pas connaissance de l'identité sans authentification. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Donc ensuite, on a eu un peu plus d'informations effectivement sur les attaquants. Donc a priori, ils étaient 3 qui ont été interpellés une semaine après, donc c'était très très rapide. Souvent dans les affaires d'escroquerie, de cyber, ça prend des mois et des mois avant d'identifier les personnes qui sont derrière, et souvent c'est des affaires internationales où il y a des gens un petit peu partout dans le monde, il y a une coordination du FBI, des services français, Interpol et compagnie. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Là, on a 3 personnes qui habitaient en France, a priori près de Valence, qui ont été identifiées en une semaine, donc très très rapide, une identification extrêmement rapide. Donc, a priori, ils ont utilisé un service qui s'appelle On-Off, qui permet d'avoir un numéro d'appelant usurpé. Donc, je peux, moi, louer un numéro de téléphone et m'en servir pour appeler des gens. Et donc, a priori, ces deux étudiants, ces 2 frères et cet étudiant naïf pensaient que ce numéro allait les protéger, qu'on n'allait pas les retrouver parce qu'ils ont utilisé un numéro de ce service-là. Sauf que, évidemment, ce service de téléphonie a les adresses IP de tous les gens qui ont utilisé leur service et les communique à la justice sur réquisition. Donc, c'était assez facile de les retrouver. Et a priori, ils n'étaient pas à leur premier coup d'essai, ils avaient déjà fait des escroqueries à la carte bancaire, etc. Et d'ailleurs, quand on regarde le rapport de la justice, c'est pour ça qu'ils ont été inculpés et pas pour l'attaque de France Travail. Donc voilà, donc c'est un accès légitime de Cap Emploi suite à la communication des mots de passe. Donc moi, je trouve ça un peu gros de dire qu'on est victime d'une cyberattaque quand simplement on n'a pas mis en place les systèmes de protection adéquats. Donc voilà, ça interroge sur la communication qui a été faite et sur le système de sécurité qui est en place dans cet organisme d'État. Donc pourquoi est-ce que c'est arrivé? Alors, la première chose, c'est que France Travail, 45 millions de comptes, c'est quand même très 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 tentant pour des pirates d'aller récupérer des informations sur. En gros, on a quasiment la liste complète des noms, prénoms, adresses email de l'ensemble des Français, à quelques exceptions près. Donc voilà, c'est une bonne cible. Voilà, on est responsable de cette base de données-là, on s'attend quand même à subir des tentatives d'intrusion. Et elles contiennent des données personnelles et sensibles, donc, qui permettent de faire du chantage, du vol d'identité, de faire de l'usurpation d'identité, donc pour faire d'autres attaques derrière,
d'avoir des informations pertinentes sur le statut des gens, est-ce qu'ils sont au chômage, pas au chômage, quel est potentiellement leur revenu, etc. Donc c'est une base de données assez intéressante pour un pirate, parce qu'avec ça, il va pouvoir monter d'autres types d'attaques derrière et faire pas mal de choses. Donc aujourd'hui, il faut savoir que les identités de n'importe quel individu se revendent sur le darknet selon ce qu'il y a à l'intérieur de cette base. Selon ce que vous avez comme information sur les personnes, ça peut aller de 5 à 100 euros quand c'est des données de santé par compte. Donc vous multipliez ça par 45 millions, vous imaginez voilà, potentiellement ce que peuvent gagner les pirates sur des attaques de ce type-là. Donc en tout cas, la cible, elle est dans le dos de France Travail. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Donc voilà, je vois passer les questions, mais c'est des points sur lesquels je vais répondre tout à l'heure. Donc je continue. Donc enjeu financier important et une grosse cible. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est que a priori, donc il y a la CGT qui a communiqué aussi sur ce sujet-là à propos de l'attaque de France Travail et de Cap Emploi, et qui remonte un certain nombre de choses assez incroyables. Donc notamment des failles de sécurité qui avaient été identifiées, enfin, des failles de sécurité, des failles de systèmes d'authentification qui ont été identifiées, qui ont donné lieu à des rapports, à des préconisations. Il y avait eu déjà par le passé plusieurs attaques sur France Travail, donc via des prestataires externes, notamment Majorel, qui s'occupe de la gestion des documents papier. Les gens qui envoient leurs fiches par papier, ben, eux s'occupent du traitement de ces données-là, et qui avaient également accès à cette base de données qui voilà, qui ont donné lieu à des attaques. Il y avait également des services d'intérim qui avaient également accès à ça, qui ont été attaqués avec de la fuite de pas mal d'informations, etc. Donc c'est pas la première attaque entre guillemets qui a eu lieu, et il y en a eu d'autres avant, et il n'y a rien qui a été mis en place. Donc l'authentification à 2 facteurs avait été préconisée il y a plus de 2 ans et n'a jamais été mis en place. Suite à l'attaque, elle a été mise en place en 15 jours. Donc on ne va pas dire que c'est un problème technique grave, c'est simplement un manque de volonté politique de mettre en place des choses. Et donc voilà, l'expérience montre qu'en 15 jours, c'était faisable de le faire. Donc maintenant, c'est sûr qu'avec la publicité qui a été mise sur ce sujet-là, il y a beaucoup de gens qui se sont... voilà, il y a eu des moyens et humains et financiers qui ont été mis pour régler ce problème-là, mais quand même, quoi. Ça aurait pu être fait avant. Donc, quel est le risque maintenant pour les gens dont les informations ont fuité? Ben, le risque, c'est simplement des tentatives de phishing ciblées sur des personnes dont on a des informations. Donc, quand on vous envoie un mail pour aller récupérer un colis à Brest alors que vous habitez Mulhouse, ou on tente de vous attaquer sur des choses où vous savez pertinemment que c'est pas vous qui avez un colis, ça marche moins bien. Donc le fait d'avoir des informations personnelles sur les utilisateurs, sur des victimes, ça permet de cibler des attaques et de les rendre beaucoup plus opérantes. Notamment quand on vous dit voilà, il y a un colis que vous devez récupérer dans votre poste parce que c'est votre village où vous habitez, ben forcément ça passe mieux que si on vous dit c'est un colis qui est à Toulouse alors que vous habitez en Alsace. Donc voilà, ces informations volées seront réutilisées pour des attaques de phishing et d'usurpation d'identité. On peut se faire passer pour vous parce qu'on a le nom, prénom, date de naissance. On peut vous envoyer des petits SMS parce qu'on a votre numéro de portable. On connaît votre nom, donc on peut dire bonjour monsieur Heitzmann, nous avons un colis pour vous. Est-ce que vous voulez nous faire livrer demain ou aujourd'hui? Cliquez ici pour indiquer l'heure à laquelle vous, etc., etc.
Et donc voilà, ça permet tout un tas d'attaques vraiment ciblées en ayant plein d'informations sur l'attaque. Donc voilà, ça c'est un petit exemple de SMS qui peut être envoyé, mais il y en a tout un tas d'autres. Et faut faire confiance aux pirates pour avoir beaucoup d'imagination sur la manière d'utiliser cette base de données. Là, je vais pas m'étendre trop sur ce sujet-là parce que c'est pas le thème du jour, mais voilà, il y a beaucoup d'attaques ciblées par SMS, par mail, par message vocal aujourd'hui qui se font. Un message vocal sur votre téléphone, dans votre messagerie, ça, potentiellement, vous vous sentez un peu plus concerné que si vous recevez un mail. Donc, on va voir un petit peu quelles sont les techniques qui ont été utilisées dans cette attaque-là. Et alors, si je résume, c'est pas des techniques. Hein, là, franchement, on est vraiment sur le niveau zéro de technicité. On est vraiment sur sur l'utilisation de ce qu'on appelle l'ingénierie sociale ou social engineering, qui consiste en fait à s'attaquer à l'humain qui est derrière des systèmes d'information. Donc le principe, c'est d'avoir identifié un acteur qui a, pour le coup ici dans notre exemple, un accès légitime au système, et puis de l'inciter à vous donner l'accès, le mot de passe, un SMS ou différentes autres choses selon ce qu'on cherche à obtenir. Donc ça, c'est un mécanisme qui marche très très bien parce que les humains sont assez sensibles à tout un tas de choses. Et c'est une des failles majeures, surtout dans des organismes où il y a beaucoup de personnes. Donc France Travail, je ne sais pas exactement combien de personnes travaillent chez France Travail et chez Capvision et chez tous les autres acteurs, mais il y a beaucoup de cibles potentielles de social engineering. Et donc le principe, c'est d'abord de se renseigner sur cette cible, donc savoir qui est potentiellement l'utilisateur légitime. Donc ça, c'est assez facile. Donc là, on peut le faire par les réseaux sociaux. On peut, là, pour le coup, aller simplement dans un centre Cap Emploi et puis de voir le nom des gens qui sont généralement écrits sur leur badge. C'est assez facile d'identifier ces personnes-là et de savoir qu'ils ont un accès au système et ensuite de pouvoir les appeler, avoir leur numéro de téléphone, etc., etc. Donc l'autre élément, c'est de s'attaquer à des gens qui ont des droits et des habilitations. Évidemment, si vous attaquez au gardien du garage, forcément, lui, il n'a pas accès au système, ça sert à rien. Donc tout ça, c'est une phase préalable de préparation de l'attaque. Ensuite, il faut monter un scénario assez crédible et d'identifier, de monter un scénario en jouant sur voilà les 5 points qui marchent toujours assez bien. C'est la peur. Vous faites peur aux gens. Ouais, il y a une attaque sur votre système. Vous allez sans doute perdre votre job si vous me donnez pas la main tout de suite. Mais là, je suis là pour vous aider. Donc il y a le mécanisme de l'entraide. Éventuellement, on peut jouer sur l'avidité. On peut proposer, voilà, tu me donnes tes mots de passe de manière assez claire et puis je te fais un chèque de 1 000 €, 2 000, 3 000, 4 000, 10 000, etc., etc. C'est des choses qui marchent aussi assez bien. La curiosité, la notion d'urgence, il faut faire ça vite, etc. Donc voilà, en montant un scénario assez crédible, c'est des choses qui marchent assez bien. Donc là, par exemple, je vous ai mis un lien YouTube sur un exemple de communication avec une arnaque au faux support technique. Alors c'est un petit peu différent de ce qu'on a là, mais on a un exemple de communication entre un arnaqueur, là pour le coup une arnaqueuse, parce qu'il paraît que ça marche beaucoup mieux quand c'est une femme au bout du fil. On fait plus confiance aux femmes qu'aux hommes. Et donc la plupart des arnaques comme ça d'ingénierie sociale, c'est souvent des femmes qui font office de communication et c'est quand même très très bien fait. Quand on a des exemples, là il présente un exemple, je vais vous en montrer un également juste après. C'est vraiment très très bien ficelé et on peut assez facilement se faire avoir, surtout quand on n'est pas sensibilisé, etc., etc.
Je vais vous présenter un petit peu, alors ça dure pas longtemps, c'est 1 minute, je vais vous partager mon écran, un exemple d'appel avec un faux conseiller bancaire. Alors c'est pas exactement la même attaque, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des exemples d'attaques en ingénierie sociale, des enregistrements. C'est pas si simple, il y a quelques exemples que je peux vous montrer. L'objectif, c'est de vous montrer que ça peut être très très bien fait, que c'est quand même assez compliqué de s'en débarrasser de ce genre de choses. Donc je partage l'écran, partager un onglet. Alors c'est parti. Donc, il y a une petite musique qui fait. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, c'est monsieur Eric du service fraude de la Banque Populaire. Je me permets de vous appeler suite à un incident avec votre carte de crédit. Vous avez rien fait sur Netflix hier vers 18h41. Non, enfin non, hier je suis revenu tard et alors si oui, la télé a bugué, Netflix marchait plus et effectivement après j'ai reçu un email en me disant que Netflix marchait plus. Ah, vous avez reçu par email? Oui. Oui, bah voilà, c'est totalement faux, monsieur. Vous avez été victime de phishing. Alors, ce qu'on va faire, c'est que malheureusement, je vais devoir faire opposition à votre carte, étant donné que là, on a des opérations en cours. Oui. Et on va demander au site marchand de restituer les empreintes bancaires. Ok. Par contre, c'est marqué une transaction d'un montant de 1617 € est en attente de confirmation. Exactement. C'est la confirmation d'annulation d'achat. On demande au site marchand de restituer l'empreinte bancaire de 1617 € qui a été prise. Voilà. J'ai toujours pas l'authentification. Oui, parce qu'en fait, là, j'ai vraiment l'impression que je me fais escroquer avec vous plutôt qu'autre chose. C'est tragique, en fait. Non. Ce qui est le plus tragique, c'est que vous avez tout bien fait et pour le montant inférieur, vous hésitez. Appuyez sur annuler le paiement et déclarer la fraude. Déjà, on a fait le plus gros, monsieur. Et moi, j'ai les informations nécessaires à ce qu'on puisse faire l'annulation. Ça me semble bizarre. Non, c'est pas bizarre. Je vous laisse faire l'opération, s'il vous plaît. Donc j'espère que vous avez bien entendu tout ce qui s'est dit. Je vais remettre ça en plein écran. Donc il y a plusieurs choses à dire sur cet exemple-là. C'est le faux conseiller. Donc vous avez bien compris que la personne qui appelle, c'est un pirate qui se fait passer pour la Banque Populaire et donc déjà, il sait que le client, il est à la Banque Populaire. Si on vous appelle en disant ouais, je suis votre conseiller à la Banque Populaire et que vous avez aucun compte à la Banque Populaire, ça marche pas. Donc c'est important justement, je reviens un petit peu sur ce que je disais avant, c'est d'avoir des informations sur la cible, permet de monter un scénario qui soit crédible. Donc dans l'exemple qu'on a là, on a également le fait qu'il parle de Netflix, donc potentiellement il sait que c'est un client de Netflix. Parce que si lui parle de Netflix et que le client n'est pas abonné à Netflix, l'attaque s'arrête également immédiatement. Et on voit qu'au fur et à mesure de la conversation, donc le client a quand même un petit doute, mais il lui met la pression, il insiste, il appuie fortement, lui disant oui, mais si vous le faites pas maintenant, vous allez perdre beaucoup d'argent, etc. Vous avez déjà fait le plus gros, maintenant vous êtes un idiot si vous annulez pas les transactions, etc., etc. Et le principe, en fait, c'est que l'attaquant, il a fait une demande de paiement sur un site marchand et que, en gros, il attend que l'utilisateur paye à sa place. Donc, il a récupéré un numéro de carte bleue et la validation de paiement, elle se fait par le téléphone de l'utilisateur qu'il est en train d'appeler. Donc ça, c'est des attaques assez classiques sur les banques et on commence à avoir des systèmes de protection contre ça, mais ça a très très bien marché ces dernières années. Donc voilà, on voit que en fait c'est quand même très très bien fait, que l'attaquant est très professionnel, a le bon discours, met la pression à l'utilisateur. Et là, il a un doute, mais voilà, vous imaginez qu'on fait ça à votre grand-mère ou ceux qui sont pas dans le milieu et qui n'ont jamais entendu parler de ce type d'attaque, à mon avis, ça doit quand même assez bien marcher. Donc voilà, c'est
c'est quand même une des attaques majeures aujourd'hui en France sur l'ingénierie sociale qui marche assez bien. Alors, je continue. Donc, d'autres méthodes qui pourraient être potentiellement utilisées. Alors là, on a bien vu, hein, c'était bien un faux service technique qui a appelé un utilisateur, mais ça pourrait aussi être par réutilisation de mot de passe. On aurait pu imaginer que la personne qui se connecte sur Pôle emploi ait utilisé le même mot de passe qu'il a utilisé pour se connecter sur son forum de chats en porcelaine, le forum étant pas hyper bien protégé, ayant stocké des mots de passe en clair, s'est fait attaquer. L'attaquant a récupéré ces informations-là sur le darknet avec l'adresse email et puis le mot de passe chat 2027 et qu'il a tenté d'utiliser ce mot de passe sur France Travail et que ça fonctionne parce qu'on a utilisé le même mot de passe. Donc, quand vous utilisez 2 fois le même mot de passe sur des systèmes différents, en fait, ça accumule les risques. Et si l'un des deux est attaqué, l'autre est corrompu également. Donc, attention, un système égale un mot de passe. Jamais de partage de mot de passe entre plusieurs comptes, que ce soit sur la banque, Facebook et compagnie. Voilà, ne faites pas ça. Il y a des systèmes de gestionnaire de mots de passe qui permettent d'avoir un mot de passe différent sur chacun des comptes et un mot de passe maître que vous communiquez jamais à personne. Donc ça, c'est des systèmes qui marchent assez bien et ça évite ce genre d'attaque. Ensuite, donc après, il y a les attaques classiques par phishing. Une fois qu'on a des informations intéressantes, on peut convaincre les gens de télécharger des choses, d'aller, etc., de voler leurs données. Ça, c'est d'autres types d'attaques qui n'ont pas trop eu lieu ici, mais on peut imaginer que le faux conseiller ait demandé à l'utilisateur d'installer quelque chose sur son poste. C'est tout à fait envisageable et que du coup, le poste soit infecté par le pirate. Et voilà, ce type de techniques peuvent être utilisées aussi pour faire ça. Et le dernier point, c'est l'exploitation de vulnérabilité. Ça, c'est effectivement un système informatique vulnérable permet de rentrer sans même avoir besoin de l'utilisateur. Donc ça, c'est voilà, la principale mesure pour contrer ça, c'est de faire vos mises à jour régulièrement et sur la durée. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça? Alors, des URL pour... là, je prends juste un petit peu les questions. Donc, a priori, voilà, la première question, c'est est-ce que Cap Emploi avait accès à l'ensemble des données ou uniquement les travailleurs handicapés? Alors, Cap Emploi avait accès à l'intégralité de la base avec moins de restrictions que n'en ont les gens de France Travail. C'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, on a donné des accès à la base complète à des gens externes sans qu'il y ait aucun filtrage, aucune restriction sur les données accessibles et de manière intégrale. Encore plus que ce qu'avaient les utilisateurs internes, ce qui est le plus incroyable. C'est ce que raconte justement l'article de la CGT là, qui explique tout ça de manière assez gérable, assez claire. Concernant la CNIL, c'est un gendarme. Donc le gendarme, il vient une fois qu'il y a eu un accident et c'est pas à eux de s'occuper de la sécurité de l'ensemble des systèmes privés. Bon, France Travail, c'est moitié privé, moitié public, mais quand même, la CNIL n'est pas là pour ça. Il y a l'ANSSI en France qui fait des recommandations et qui fait des recommandations, mais ils sont pas là pour faire le travail de sécurité de l'information à la place des informaticiens et des gens en responsabilité de ça. Donc voilà, la CNIL s'assure du respect de la réglementation et ils ont très peu de moyens. Aujourd'hui, il y a très peu de contrôle sur ces trucs-là. Et voilà, il y a plus de gendarmes sur la route que à la CNIL pour s'occuper de tout ça.
Donc, je pourrais vous donner, enfin, vous tapez générateur de mots de passe dans Google, vous en avez 10 000 qui sont plutôt bien faits. Alors, attention à utiliser des générateurs qui génèrent le mot de passe sur votre PC et qui l'enregistrent pas. Donc, voilà, ça peut être aussi un risque. Mais normalement, c'est le navigateur qui va générer un mot de passe. Sinon, vous prenez un dé ou un Scrabble et puis vous piochez 12 lettres dedans et puis vous avez un mot de passe. Ça marche aussi. Effectivement, après en gestionnaire de mots de passe, on a KeePass, on a tout un tas d'autres logiciels de gestion de mots de passe. Il y a celui de Chrome, Google. Donc après, on peut émettre des réticences par rapport à ça. Il y a LastPass qui fait des choses, mais qui a été victime d'attaques aussi. Donc voilà, si on met toutes nos données et tous nos mots de passe dans une base, il faut s'assurer qu'elle soit sécurisée, qu'elle puisse pas être volée non plus. Donc voilà, c'est un problème sans fin. La sécurité ne s'arrête jamais. Donc on va peut-être passer au deuxième chapitre, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça. Donc maintenant on a bien compris ce qui s'est passé, un accès illégitime à un vol de mot de passe simplement à des utilisateurs légitimes. Donc la première chose qui aurait pu être faite, c'est de former les utilisateurs. Une sensibilisation à l'ingénierie sociale, on explique aux gens, on leur montre la petite vidéo que je vous ai montrée là, on leur dit attention, si quelqu'un vous appelle, potentiellement c'est pas quelqu'un de légitime, posez-vous des questions et puis vérifiez que c'est bien une personne habilitée à faire ça. Et ne communiquez jamais vos mots de passe. Honnêtement, faire ce type de sensibilisation, ça prend 10 minutes. On montre la vidéo, on explique, on répond aux quelques questions. Et une fois qu'on a fait ça, on réduit déjà très 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 fortement la probabilité qu'une attaque réussisse. Donc, on ne communique jamais ces mots de passe. Ça, c'est vraiment le point essentiel. C'est que quand on donne des mots de passe à quelqu'un, on leur explique qu'on ne doit jamais communiquer. Donc, faut pas juste l'écrire dans un contrat que personne ne lit. Il faut le dire oralement et plusieurs fois, et une fois par an, et répéter, et répéter, et répéter. Donc, l'information des utilisateurs, c'est un des 3 piliers de la sécurité informatique. Avec le deuxième pilier, c'est la sauvegarde. Le troisième pilier, c'est les mises à jour de sécurité. Si vous faites bien ces 3 piliers-là, on gagne quand même un certain niveau de sécurité. On n'arrive jamais à 100%, mais c'est un des piliers majeurs. Ensuite, le deuxième point qui aurait pu être fait, c'est avoir un système d'authentification sérieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne fait de l'authentification sur des choses sensibles avec juste un mot de passe. On voit bien que ça marche pas. Les mots de passe sont souvent réutilisés, ou ils sont trop faibles, ou ils sont faciles à deviner, etc., etc. Donc la moindre des choses, c'est de mettre un système en double facteur avec des cartes à puce, avec des tokens, avec des clés USB, avec un Google Authenticator sur téléphone, avec un SMS ou tout autre système. J'ai mis biométrie. Il existe notamment pas loin de chez nous une société qui détecte la manière dont vous tapez sur le clavier et qui identifie qui vous êtes grâce à ça. Donc si par exemple ils voient que pour faire vos requêtes France Travail, vous avez pas tapé de la même manière que l'utilisateur qui est connecté, il peut le détecter avec une bonne fiabilité et lui dire attention, c'est pas vous. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Ça, c'est plutôt dans la partie très très innovante. Mais voilà, un double facteur rien qu'avec un SMS ou une application sur votre téléphone, ça marche bien. Les cartes à puce, les médecins notamment, ils ont des cartes CPS. En France, les nouvelles cartes d'identité, elles sont équipées d'une puce et permettent aussi de faire de l'authentification assez sérieuse. Donc voilà, on peut s'attendre quand même que France Travail dote ses utilisateurs d'un système d'authentification un petit peu sérieux. Donc ça, voilà, et c'est pas très compliqué à faire. C'est assez simple à mettre en œuvre. La preuve, ils l'ont mis en place en 15 jours. Donc voilà, ça, on aurait pu le faire. Le troisième point que moi j'aurais recommandé, c'est déjà que ces accès soient filtrés par IP. On peut obtenir assez facilement les IP de tous les lieux de travail de France Travail et de ses sous-traitants, et on autorise l'accès à la base que depuis ces IP-là. Ça, c'est une technique que j'utilise assez régulièrement, notamment quand on fait des choses dans le médical, et c'est très très efficace.
C'est-à-dire que l'accès, il est fermé, qu'on ait le mot de passe, qu'on ait n'importe quoi. Et ça, l'attaquant, avec le mot de passe légitime de l'utilisateur, il n'aurait pas pu se connecter au système et pas faire autant de requêtes qu'il aurait voulu. Il aurait eu le login, le mot de passe, mais il aurait pu l'utiliser que dans les locaux de Capvision. Et donc ça, c'est une technique qui marche assez bien et qui est assez basique à mettre en place. Avec une petite problématique de gestion, c'est qu'il faut maintenir cette liste d'IP, etc., mais on n'a jamais rien sans rien. Alors, la question, c'est quelles étaient les vulnérabilités? Il n'y en a pas. Enfin, moi, j'ai pas, dans tout ce que j'ai lu sur ce sujet-là, il n'y a pas de vulnérabilité technique qui a été exploitée. La seule vulnérabilité, c'est qu'il y a un utilisateur qui a donné un mot de passe. Et que grâce à ce mot de passe, je peux accéder à la base de France Travail de n'importe où. Parce qu'il n'y a pas de deuxième système de sécurité. C'est ce qu'on appelle la sécurité à multiples niveaux. C'est-à-dire qu'une fois qu'un des niveaux a été corrompu, il faut toujours qu'on en ait un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc, il n'y a pas eu de faille, il n'y a pas eu d'injection SQL. Simplement, j'ai un mot de passe. C'est comme si vous donnez votre mot de passe Facebook à quelqu'un, il se connecte sur votre Facebook et il publie ce qu'il veut. Il n'y a pas d'exploitation de faille de sécurité. C'est simplement un accès légitime. Et donc, le système, pour lui, on s'est bien authentifié. On a mis un login, un mot de passe correspondant à un vrai utilisateur. Et l'utilisateur, il a un certain nombre de droits. Et il peut faire ce pourquoi il a le droit ce qu'il a le droit de faire. Donc, il n'y a pas de faille de sécurité. Pas d'injection SQL, pas de faille autre, etc., etc. Pas de CVE exploité, pas de phishing, rien du tout. Donc, encore une fois, moi, je dis ce que je sais de tous les articles que j'ai lus sur le sujet. Je travaille pas chez France Travail et j'ai pas les détails techniques. Mais là, en tout cas, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il n'y a pas besoin de faille de sécurité pour faire ce qui a été expliqué, en tout cas. Après, je dis pas qu'il n'y a pas de faille de sécurité chez France Travail, il y en a peut-être sans doute, mais j'en ai pas connaissance. Donc, ce qu'on aurait également pu faire, c'est segmenter les accès et limiter les droits. Ce que disait, je ne sais plus qui tout à l'heure, c'est est-ce que Cap emploie l'accès à l'ensemble des données? Oui, on aurait pu justement limiter l'accès aux travailleurs handicapés, par exemple. Ça aurait déjà limité l'impact de la faille. On pourrait donner accès que aux habitants d'un département, par exemple. Si moi je suis France Travail Mulhouse, que j'accède que au département du Haut-Rhin, me semblerait assez légitime. Je n'ai pas besoin d'avoir les informations d'un chômeur qui habite à Toulouse. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc, la limitation des droits d'accès, la segmentation des accès, c'est aussi une technique qui marche assez bien et qui limite l'impact d'une faille potentielle. Ça l'annule pas, mais ça limite l'impact. On pourrait également mettre un système de vérification avec le bénéficiaire. Par exemple, j'ai quelqu'un en face de moi, il a des informations que moi je ne connais pas et qui me donne accès à son compte simplement parce qu'il me dit voilà, mon numéro de sécu c'est tant et je dois pour chaque accès valider avec la personne en face. Ça peut être fait ou avec une carte vitale ou avec des choses comme ça. Voilà, ça permet d'interdire l'accès sans avoir le bénéficiaire. Maintenant, peut-être que ça pose des problèmes d'organisation, je ne sais pas, mais voilà, c'est une technique qui aurait pu être faite. L'autre point qu'on aurait pu faire, c'est le chiffrement des données sensibles. Normalement, on chiffre tous. Les mots de passe sont toujours hachés. Hachés, pas chiffrés, mais ça, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais voilà, quand on a des données très sensibles, c'est bien de les chiffrer en base. Comme ça, si jamais il y a une attaque sur le système, on récupère des données chiffrées. Un attaquant ne peut rien faire avec. Là, pour le coup, ça ne marche pas. C'est-à-dire que quand on a un accès légitime avec un vrai utilisateur, un vrai mot de passe, que les données soient chiffrées en base ou pas, l'application va les déchiffrer pour les présenter à l'utilisateur. Et donc là, le chiffrement n'apporte rien sur cette faille-là. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire, parce que il y a d'autres risques qui sont couverts par ce chiffrement.
et c'est aussi important de le faire. Et là, à mon grand désespoir, alors, la sauvegarde pour cette attaque-là, elle ne va rien changer. C'est-à-dire que la sauvegarde n'empêche pas la fuite d'informations. Elle peut même parfois y contribuer. Dans certains cas, c'est la sauvegarde qui est volée et pas les données primaires, parce que parfois les sauvegardes sont un petit peu moins bien protégées que la base de données primaire. C'était le cas notamment pour LastPass ou KeePass, je ne sais plus exactement lequel des deux, qui s'est fait voler sa sauvegarde de compte. Donc pas les mots de passe, mais l'ensemble des comptes utilisateurs avec l'email et les données. Donc la sauvegarde n'empêche pas la fuite d'informations, mais protège contre tout un tas d'autres risques qui ne sont pas de ce type-là. Donc évidemment, il faut faire des sauvegardes, former les utilisateurs et mettre à jour vos systèmes. C'est les 3 piliers que je répète à chaque fois. Mais plus on répète et plus ça peut être fait. Donc, si vous avez d'autres questions sur ce sujet-là, je vous invite à les poser dans le chat. Et puis, donc j'en ai terminé avec la partie purement France Travail. Donc, il faut savoir que l'enquête est en cours et que pour l'instant, voilà, on n'a pas plus d'informations que ça. Et peut-être que dans l'avenir, on aura plus de données un peu plus précises sur ce qui s'est passé exactement. Mais pour moi, voilà, les choses sur ce qu'on sait sont assez claires et il n'y a pas spécialement beaucoup de choses à faire, à dire de plus. Mais voilà. Logiciel de filtrage IP des accès, n'importe quel firewall fait ça. Aujourd'hui, sur un firewall, vous pouvez ouvrir des ports. Alors nous, on le fait avec IP Filter sous Linux. N'importe quel firewall vous permet de lister des IP autorisés à accéder à tel ou tel système. Donc ça, c'est vraiment basique dans n'importe quelle application. Ok. Je vais prendre juste encore 5 minutes pour vous présenter rapidement Kiwi Backup. Donc Kiwi Backup, en fait, on est une solution de sauvegarde de données et avec 3 caractéristiques clés, donc qui font un peu écho à ce que je disais tout à l'heure. C'est une sauvegarde externalisée. Donc imaginons qu'un attaquant ait l'information complète, l'accès complet à votre système d'information. Il fait ce qu'il veut sur votre système d'information, mais il fera rien sur les sauvegardes Kiwi parce qu'elles sont en dehors du système d'information. La notion d'externalisation protège contre un certain nombre de risques, notamment un attaquant interne, l'administrateur système, quelqu'un qui est présent sur le réseau, qui a pris la main complète pour je ne sais quelle raison, par usurpation de compte ou par n'importe quelle autre technique. Du moment qu'il a accès à l'ensemble du système, il peut faire un peu ce qu'il veut. Les sauvegardes, elles doivent être protégées contre ça. Elles doivent être immuables, donc ça va un petit peu ensemble, on ne doit pas pouvoir altérer les sauvegardes. Ce qu'on a vu souvent ces dernières années avec des attaques de ransomware, c'est qu'en fait le ransomware va chiffrer votre disque dur, mais il va chiffrer également votre sauvegarde, parce que la sauvegarde, elle est sur un NAS, elle est sur un disque dur externe, etc., etc. Vous avez copié les données, elles sont accessibles à l'attaquant, et l'attaquant, il n'est pas idiot, il sait très bien que si vous laisse votre sauvegarde vivante, vous n'allez pas payer la rançon, donc il va chercher à accéder à cette sauvegarde et à la chiffrer également. Donc ça, c'est important aussi que cette sauvegarde soit immuable. Chez Kiwi Backup, on ne peut pas modifier une sauvegarde. On peut créer une nouvelle sauvegarde. Tous les jours, on rajoute une couche, mais on a toujours accès à l'ancienne couche pendant un historique assez long. Donc c'est là que j'en arrive au 3e point. C'est une sauvegarde avec un historique de 90 jours qui permet de traiter le temps de détection dont je parlais tout à l'heure, qui était de 5 semaines pour France Travail, mais qui est en moyenne autour de 15 jours. Et pour l'hôpital de Corbeil-Essonnes, par exemple, c'était 11 jours. Donc c'est vraiment 3 points essentiels sur les caractéristiques d'une bonne sauvegarde. Alors que Kiwi répond, il y en a d'autres, mais il faut qu'il y ait bien ces 3 points-là, sinon on risque d'être vulnérable sur un certain nombre de risques.
Donc voilà, Kiwi, c'est une sauvegarde qui est effective, qui est 100% automatisée. Donc il n'y a pas d'intervention manuelle, parce qu'on a vu que l'humain est toujours un petit peu le maillon faible, entre guillemets. S'il y a des interventions humaines, ben on est humain, on oublie, on est en vacances, etc., etc. Donc l'effectivité, c'est surtout l'automatisation. La performance, parce que la sauvegarde ne doit pas empêcher de travailler. Donc voilà, on a des systèmes d'optimisation, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui permettent d'avoir des ratios de backup qui sont très très faibles. Et puis le troisième point, c'est de surveiller que ça se passe bien. Donc une sauvegarde, c'est bien, une sauvegarde qui marche, c'est mieux. Et on a vu tellement d'exemples de gens qui nous disaient oui, j'avais une sauvegarde, mais en fait, quand j'ai voulu restaurer, je me suis rendu compte qu'elle fonctionnait pas. Donc le monitoring, alors quand vous avez une seule système à sauvegarder, 1, 2, 3, 4 postes, ça va. Quand vous êtes prestataire informatique et vous devez gérer 200 serveurs, là, il vous faut un outil un peu plus performant que ça pour faire du monitoring de vos sauvegardes. Et ça, c'est une fonctionnalité que Kiwi propose. On a, juste en 2 mots, on a 2 offres, une offre cloud classique et une offre de données de santé. Donc, pour les données de santé, nous sommes certifiés ISO 27001 et HDS. Donc, notamment, on a des audits de sécurité tous les ans qui viennent vérifier qu'on a bien une authentification double facteur, qu'on fait bien nos chiffrements de données, etc., qui vérifient tout ça et que voilà, qu'on essaye en tout cas d'atteindre le meilleur niveau de sécurité possible. Donc voilà, c'est une solution qui est multiplateforme, donc qui marche sur Windows, sur Linux, sur Mac, sur Office 365, sur les NAS Synology, les NAS QNAP, Google Workspace et voilà, donc ça fait vraiment beaucoup de plateformes. Donc, grosso modo, on peut sauvegarder tout ce qui est sauvegardable. Partout où il y a des données, on a un agent qui permet d'aller les extraire. On travaille également sur la partie gestion des virtualiseurs pour aller automatiser un peu un certain nombre de backups sur des VM. Donc ça, c'est un travail en cours. Et voilà, c'est un système qui est intuitif, facile à utiliser, avec une administration centralisée et efficace. Donc, si vous avez des questions, je répondrai aux questions. Et sinon, vous pouvez contacter également donc Stéphanie Meyer, qui est notre directrice commerciale à ce numéro-là, ou via notre site internet si vous avez besoin de plus d'informations sur nos solutions. Alors, concernant les 90 jours d'historique, en fait, on conserve toutes les versions pendant 90 jours. Ça ne veut pas dire que si vous ne touchez pas votre fichier, on va l'effacer au bout de 90 jours. On conserve l'état de votre système tel qu'il était dans les 90 derniers jours, mais évidemment, les versions d'avant, vous avez l'état il y a 90 jours. Si vous avez effacé un fichier il y a plus de 90 jours, on l'efface, nous, 90 jours après. Et par contre, vous pouvez revenir à n'importe quelle version, comme si vous aviez une machine à remonter le temps, et retrouver votre disque dur tel qu'il était il y a 3 jours, 4 jours, 5 jours, etc., etc. Comment on teste les restaurations? Ça, c'est un sujet très intéressant. Nous, on a des systèmes de check pour vérifier que ce que vous nous envoyez, on l'a toujours sur nos disques durs. Donc, nous, on peut effectivement faire un certain nombre de tests de restauration, donc vérifier que les données que vous nous avez confiées sont bien les mêmes que celles que vous a rendues. Donc, on a des systèmes de hash, on hash les mots de passe, enfin pas les mots de passe, mais les fichiers, et on sait s'il n'y a pas de corruption. C'est-à-dire s'il y a un octet qui change, on le verra et puis on saura que c'est plus le même fichier. Par contre, tester les restaurations, ça ne veut pas dire seulement vérifier que les fichiers sont bien les bons. Tester les restaurations, c'est aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire, ok, je restaure mes fichiers, mais est-ce que j'ai bien tous mes fichiers déjà? Donc ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Est-ce que vous n'avez pas oublié un répertoire de configuration? Est-ce qu'il n'y a pas une donnée quelque part qui devrait être sauvegardée et qui n'est pas? Donc la complétude des sauvegardes, ça c'est testable que par le client et nous on peut rien faire là-dessus.
Et le deuxième point, c'est est-ce que quand on restaure les fichiers qui sont dans tel répertoire, le logiciel va pouvoir les reprendre. Il y a notamment des problématiques sur les bases de données. Il y a certaines bases de données qui gèrent ça bien, et d'autres où il peut y avoir des corruptions de base parce que simplement elle n'est pas cohérente quand on la sauvegarde. Donc c'est pour ça que la préconisation, c'est toujours de faire des sauvegardes de fichiers à froid et pas à chaud. Et quand on le fait à chaud, c'est tester que le système de gestion des sauvegardes à chaud fonctionne bien. Donc les tests de restauration, nous on fait ce qu'on peut de notre côté, mais c'est surtout à la charge du client de le faire et de le faire régulièrement. Imaginez que vous n'avez plus rien et combien de temps il vous faut pour restaurer l'ensemble de votre système d'information. Donc faites-le, c'est important de faire des tests de restauration. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter ce webinaire ici et je reste évidemment disponible soit sur mon mail, sur mon LinkedIn ou par téléphone s'il y a d'autres questions plus précises sur un point ou l'autre de ce que j'ai dit. Merci à tout le monde et je rappelle donc ce webinaire est enregistré et qu'on vous enverra le replay très rapidement. Merci aux plus de 50 participants du jour. C'est quand même très très bien qu'on ait autant de gens qui s'intéressent à la cybersécurité. Merci à tous.